On va attendre que l'image s'améliore. Je bois mon petit coup. Bon, allez, on improvise, hein. Mais, L'essentiel, c'est de parler du livre. mais On est le OK? tien vient de sortir. Comment? Le tien aussi vient de sortir. Ouais, il est Depuis. sorti. Mais comme je fais trop de choses en même temps, j'ai pas eu le temps de m'occuper bien de la sortie. Mais je suis pas inquiet, ça va se faire. Allez, 4, 5, 3, 2, 1. Piero San Giorgio, c'est un plaisir de t'accueillir sur cette chaîne, puisque c'est vrai que tu sens un peu le soufre. Et j'aime les personnages sulfureux. Je trouve qu'on apprend beaucoup plus là où on s'écarte le plus de la norme, plutôt que là où on est très près de la norme. Et donc, tu es un personnage qui est très à l'écart de la norme. Et donc, je suis très flatté que tu acceptes cette interview sur un sujet qui commence à devenir d'actualité en plus. Et je voulais parler de ce livre que tu as écrit il y a 10 ans, mais qui vient d'être republié, je crois, récemment chez Culture et Racine, qui s'appelle Survivre, avec Survivre à l'effondrement économique. C'est un livre de la précédente crise, en réalité, que tu avais rédigé et qui, moi, me paraît probablement l'un des livres majeurs de notre époque. Alors, il se trouve qu'il y a pas très longtemps, j'ai chroniqué le livre de Huxley qui est de libertarien américain qui évoquait des choses assez proches du tien, mais 30 ou 40 ans avant. Et donc, je voulais que ce soit l'occasion que tu nous expliques quand même pourquoi il faut se préoccuper désormais, non pas de vivre, mais de survivre aux grands problèmes qui s'annoncent. Donc, du coup, je te donne la parole, puisque je suis sûr que tu as plein de choses à nous dire. Je précise que tu animes le site le Nouvel Ordre Mondial, qui Ah est un non, site. Comment? je n'ai que mon site à moi, pierrot.com. Ah ben, pourquoi je te vois sur le Nouvel Ordre Mondial? Ah, ils reprennent forcément. Je suis sulfureux parce que beaucoup de gens reprennent mes articles et mes analyses. Et donc après, on m'associe, mais je suis totalement indépendant. Non, non, je n'ai Alors, que mon redonne-nous site. l'adresse de ton site. Alors, c'est pierrot.com, Pierrot à l'italienne, donc Piero. Et de là, on a accès à mes différents réseaux où j'ai des informations de moins en moins au grand public et de plus en plus privées parce que justement, les temps sont de plus en plus difficiles et on ne peut plus dire les choses en public, on ne peut plus dire même observer la réalité. Mon travail est celui d'observateur et non pas de devin. Je ne suis pas un prophète. Et puis, avant de commencer, ben, merci de ton invitation, Eric. Euh, je, il est dans l'air des choses, dans chaque régime, celui qui dit la vérité, qui observe, disons, la réalité et qui critique la manière dont fonctionnent les modèles économiques sociaux est toujours catalogué dans ce qui est considéré comme étant un tiroir paria. Donc je ne suis pas étonné qu'on dise que je sens le soufre, Dissident, pas paria, dissident. si on veut, etc. Pourtant, je suis suisse, donc neutre. Je suis moi-même libertarien, même à tendance très anarchiste. Je n'aime pas l'autorité, je n'aime pas l'État. Je préférais qu'il disparaisse et pour être remplacé par le contrat et la responsabilité individuelle. Je ne suis pas de gauche. Je ne suis pas pour l'anarchie de gauche. Je suis pour une anarchie, si on veut, de droite, si ça peut dire quelque chose. En revanche, C'est quoi la différence entre les deux? Parce que moi qui suis souvent taxé d'être libertarien, étiquette que je revendique, j'entends plein de gens en effet qui disent, mais toi tu es de gauche, tu es libertarien. C'est quoi la différence entre le libertarisme et l'anarchisme de gauche? je crois on pourrait, après je répondrai à ta question sur mon livre, mais je crois qu'il y a un axe qui est un axe où on aime la liberté, où on veut un État qui organise, ou un groupe, une collectivité qui organise les choses. Alors généralement, la gauche souhaite un État très autoritaire, plutôt à tendance collectiviste et qui s'approprie généralement des biens et du travail des gens, ce pourquoi ça s'effondre.
Et la droite a aussi des tendances étatiques qui généralement créent une machine bureaucratique qui impose de la moralité qui a souvent la sienne, peu importe, qui peut être basée sur des religions, qui peut être basée sur du nationalisme, pour le cas du fascisme par exemple, qui pour moi est un mélange de droite et de gauche, alors que l'idée de l'anarchisme de droite, c'est de dire on veut la liberté, oui, mais on ne veut pas l'État. On ne veut pas que cette liberté nous soit imposée de force par le vol qu'elle impose, par des lois que nous ne pouvons pas choisir individuellement, et quand bien même la démocratie nous imposerait des choix qui sont acceptés et votés par la majorité, ça reste des lois imposées par la dictature de la majorité. Et donc nous devrions être capables d'être dans le volontarisme et de s'agréger à des projets pour des routes, pour des frontières, pour des armées, pour tout ce que l'État fait et le fait très mal en général, nous pourrions le faire de manière contractuelle et volontaire. Et celui qui n'y participe pas, eh bien, il n'en bénéficie pas non plus. Et puis, l'idée de créer des peuples, c'est que les peuples, généralement, sont en grande majorité d'accord de s'associer volontairement et pourquoi pas de financer par une forme d'impôt volontaire pour des projets, quels qu'ils soient. Mais bon, c'est une vision tellement éloignée de ce que l'on a aujourd'hui dans le monde que même cette compréhension qui pour moi me semble assez basique, et à vrai dire que j'ai dû chercher dans pas mal de livres aujourd'hui d'histoire, parce que ça fait longtemps que toute cette idéologie avait été théorisée, ça remonte à assez loin. Ça remonte à l'utilitarisme, ça remonte au libéralisme classique. Ce sont vraiment, ça commence à faire très ancien. Et on se rend compte que même le capitalisme qui est tellement attaqué tant à gauche que, on va dire, à la gauche fasciste, on va dire, eh bien, en fait, n'a jamais été appliqué, ou très très peu. Aujourd'hui, on a toujours eu en fait une corruption de l'État pour créer de la captation de richesses par des entités économiques que sont les entreprises et souvent les multinationales, qui, je le rappelle, sont des créations étatiques. C'est là où parfois la gauche a de la peine à même avoir cette culture, où en fait elle ne se rend pas compte que ce sont les corporations, les entreprises tellement honnies, elles sont des créations de l'État. C'est l'État qui encadre et qui permet finalement d'être corrompu par ces corporations et ces entreprises qu'il a lui-même créées par le cadre légal qu'il a mis en place. Donc en fait, on est très mal barré et qu'en fait on ne sort de la droite étatiste comme de la gauche étatiste que par l'effondrement. Et on va en parler. Explique aux gens quand même avant de parler. En réalité, c'est connecté à ton livre, puisque ce que tu Bien expliques, sûr. c'est que ce système, ce soufflet qu'on fait monter est au bord de l'effondrement. Explique aux gens pourquoi les multinationales sont des créations des États. Alors, à mon sens, sans être un expert juridique, c'est que le cadre qui permet la création d'une entreprise est un cadre qui est dans le Code des obligations, dans la plupart des pays occidentaux, qui décrit comment une entreprise est créée, comment se constitue l'actionnariat, et qui permet en fait de déresponsabiliser les individus qui sont gestionnaires de cette entreprise. Donc si une entreprise, surtout si elle est puissante évidemment, saccage l'environnement par exemple, s'approprie de ressources parfois par la ruse ou par la violence, eh bien, elle va être protégée par l'État en disant « Ah, mais je n'ai fait ça que dans un cadre juridique de personne morale et non pas en personne physique. Donc, au pire du pire, vous nous mettez des amendes. Au pire du pire, c'est le code civil qui s'applique, pas le code pénal. Donc, ça les arrange bien, puisqu'il y a très très peu de risques à escroquer, à corrompre, à détruire, et en fait, ne pas jouer le rôle que serait celui d'une entreprise au sens strict du terme, d'association d'individus pour créer quelque chose qui nécessite cette association, parce qu'une personne toute seule ne peut peut-être pas tout faire. Je rappelle qu'au tout début, les premières entreprises commerciales telles qu'on les conçoit viennent de Hollande, sauf erreur, où il s'agissait de financer par l'actionnariat des missions, enfin des entreprises maritimes, pour du commerce maritime. Voilà. C'était Voilà. d'importation de biens, importation, exportation.
c'était pas purement volontaire et simplement la bourse était un système pour encadrer eh bien, les transactions des actionnaires qui peut-être voulaient se débarrasser de leur part et rendre liquide finalement un investissement dans quelque chose qui est immobile. Un navire, on ne peut pas le découper en autant de parts que d'actionnaires. Et bref, l'État, finalement, donne une bonne caution et permet à un dirigeant véreux de s'en sortir en ayant fait des malfaisants. Si, en revanche, une entreprise était une association contractuelle entre des individus qui disent bah, moi, j'ai une idée, j'ai besoin de capital, quelqu'un vous prête ce capital, vous avez un contrat. Ensuite, il dit voilà, j'ai besoin de 150 ou 150 000, peu importe, employés que je vais rémunérer, c'est autant de contrats qui sont signés. Mais si cette opération, ces entreprises, elles créent des dommages, eh bien, les personnes qui sont lésées par ces dommages n'ont pas à passer directement, n'ont pas à passer par la voie de la justice lourde, corruptible également, et par l'État pour faire valoir leur dol. Eh bien, ils vont directement aux responsables de cette entreprise et leur expliquer très amicalement, puisque le citoyen est armé, puisque les individus sont armés, leur expliquer très poliment d'abord qu'il va falloir dédommager les dommages qui ont été faits, et faute de quoi, tout dirigeant que vous soyez, vous allez faire face à la vengeance de l'individu, ce que la plupart des gens, dans la pratique, à 99,999% des cas, veulent éviter. Et donc, ça pousserait à beaucoup plus et ça pousse à beaucoup plus d'honnêteté, ce qui est le cas dans la majorité des interactions entre individus d'ailleurs. Et en cas de problème, en cas de dommage, un dédommagement qui serait très rapide et très efficace et comment dire, très dissuasif pour éviter que la récidive. Voilà, après, on essaye c'est un modèle qui n'est pas encore mis en place parce que nous sommes endoctrinés depuis l'enfance par l'école, c'est un autre sujet, à croire que l'État, c'est le bien absolu pour nous et qu'il n'y a pas d'autres moyens pour gérer les routes, faire les écoles et les travaux publics que de donner que l'on donne souvent involontairement notre argent à l'État qui se nourrit dessus et ensuite peut-être fera ses projets. Et on finit avec des pays comme l'Union soviétique où les gens payaient éventuellement 40-50% de leurs revenus, parce qu'ils avaient quand même des revenus, sous forme d'impôts, ou des pays qui sont encore plus bolcheviques que l'Union soviétique comme la France, où on paye entre 65 et 70% des revenus à l'État. Donc, celle-là, elle est faite. Voilà, donc je pense que c'est foutu, ça va s'effondrer, rien que pour cette raison-là. Mais dans mon livre, je parlais essentiellement des autres raisons, mais celle-là, Alors, puisque je parle-nous développais des cette autres philosophie un raisons peu. de l'effondrement. Alors, alors, il faut savoir que j'ai travaillé pendant 20 ans dans les logiciels, dans le développement des marchés émergents, et au cours des années 90-2000, j'ai beaucoup voyagé et j'ai pu constater l'étendue de la globalisation. Et je me suis posé la question, comment est-ce possible qu'une augmentation de la population si forte et qui continue, avec une consommation qui amène et induit une consommation aussi très forte de matières premières, de ressources agricoles, mais aussi énergétiques, pétrole, etc., eh bien, ne nous amène pas tôt ou tard à un effet malthusien. Et puis, parce que de fait, ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé malgré énormément de gens qui, depuis 2 siècles, nous disent attention, on va vers un effondrement, on va vers un dépassement des ressources et où le retour de manivelle fera très mal. Je me dis comment c'est possible. Donc, il se trouve que j'avais beaucoup de clients au Moyen-Orient dans le pétrole, dans les industries pétrolières, et donc je suis allé voir ces clients amicalement. Je leur ai dit est-ce que je peux discuter avec des géologues, des experts, comment vous voyez l'avenir, etc. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à la conclusion que nous avons une convergence de problèmes très lourds et très difficiles à résoudre conjointement, et même individuellement, ils seront très compliqués. Le premier, c'est que effectivement, nous sommes nombreux, nous consommons beaucoup, et la production de ressources agricoles, d'eau douce et l'utilisation de ressources énergétiques va atteindre ou a atteint, dans certains cas, déjà un pic de production.
et que très bientôt, et d'autant plus vite que la progression de la population et, parce qu'il faut ajouter ces deux effets, du mode de vie, c'est-à-dire que lorsque je vais en Afrique aujourd'hui, le mode de vie de l'Africain moyen est immensément plus consommateur d'énergie qu'il y a 30 ans. Et je ne parle même pas de la Chine ou de l'Inde où beaucoup de pays émergents ont pratiquement rattrapé l'Occident en termes de consommation et de niveau de vie. La Chine, certes, dans les campagnes, il y a encore de la pauvreté relative, mais dans les grandes villes, et dans les grandes villes, on parle d'1 milliard de personnes, consomment largement comme des Américains aujourd'hui, ou très, très proches. Parce qu'il faut faire la parité du pouvoir d'achat et la consommation énergétique, c'est ça qui compte en réalité. Et donc, je me suis dit, oula, comment est-ce qu'on va gérer? Et puis, je me suis penché, parce que c'est dans l'air du temps, au réchauffement climatique, etc. Et si je ne suis pas, si je suis plutôt sceptique sur l'aspect changement climatique, je ne suis pas du tout sceptique sur l'effet, de la globalisation, de la consommation et de la pollution sur les écosystèmes. Que les océans se réchauffent ou pas, il y a clairement beaucoup moins de poissons aujourd'hui qu'il y a 10 ans et qu'il y a 50 ans. Et nous arrivons à des endroits où il y a des vides dans des parties énormes, gigantesques des océans, de poissons qu'on ne peut plus exploiter et qu'on ne peut plus renouveler puisqu'il n'y a plus de poissons et qui se renouvellent très lentement. Il y a des écosystèmes qui s'effondrent par la déforestation massive, notamment dans les zones tropicales équatoriales. Il y a les rivières qui se polluent, l'atmosphère qui, dans beaucoup de villes, alors on s'en rend moins compte en Europe parce que nous avons pris des mesures dans les années 80 pour... puis de toute façon, nous avons désindustrialisé le continent, donc il y a moins de pollution atmosphérique, mais dans beaucoup de pays du monde, que vous soyez à Nairobi, au Lagos ou à Shenzhen, ou Pékin, ou Beijing, il faut voir la pollution qu'il y a dans l'air. C'est quelque chose qui tue bien plus que les virus dont on ne parle pas pour ne pas être censuré. Et bref, j'ai commencé à regarder cette convergence de problématiques. La globalisation nous amène aussi à une hétérogénéité des populations dans tous les pays du monde, ce qui ajoute des difficultés de cohésion sociale, des difficultés on va dire, de solidarité naturelle, sans même parler de la solidarité qui nous est imposée par l'impôt et par l'État. Toutes ces problématiques vont nous causer des graves problèmes. Et puis je me suis dit, mais c'est pas grave, puisque nos dirigeants sont compétents à l'époque, puisqu'ils sont compétents et bienveillants, ils vont savoir être visionnaires, vont savoir gérer tout ça. Il y a eu la guerre en Irak qui m'a montré que les dirigeants, pour le service finalement d'intérêt de ceux qui possèdent en fait l'État et qui le corrompent, sont prêts à tout mentir. J'ai vu que la classe des journalistes a menti pour embrancher cette guerre. Et finalement, je me suis rendu compte que ce n'est pas nouveau et que finalement, les États, les médias nous mentent depuis très longtemps sur quasiment tous les sujets et qu'en fait, pratiquement nos manuels d'histoire que nous avons appris à l'école, on peut les jeter à la poubelle parce qu'ils sont tous biaisés en faveur de la narration qui est voulue par le pouvoir et pas mieux en Occident qu'en Union soviétique staliniste. Donc, je me suis dit, on va pas s'en sortir par l'action collective, malheureusement. Il va falloir faire ça beaucoup plus granulaire, beaucoup plus petit. Et en fait, la conclusion de cette convergence de problèmes qui arrive m'a fait dire en 2011, lorsque j'ai publié mon premier livre, Survivre à l'effondrement économique, que le moment de convergence commence à arriver entre 2020 et 2022. C'est là où on commence à rentrer dans le moment où les différentes crises commencent à se concaténer et à s'amplifier les unes les autres. Est-ce la raison pour laquelle cette crise du chat chinois, c'est mon code pour parler de ce truc qui nous est arrivé de Chine l'année dernière, est-ce que c'est parce que ça correspond à peu près à cette période où nous avons ces crises qui croisent qu'on essaye de nous organiser une crise pour qu'on soit chez nous, qu'on soit confiné, et seulement en Occident? Ça, c'est très étonnant. Mais sans faire mon complotiste, de toute façon, la situation commence à être tendue aujourd'hui avec probablement des guerres pour aller contrôler les ressources qui restent dans le monde. L'Irak, ce n'était pas pour les champs de brocolis, c'était quand même un pays qui a beaucoup de production et de réserves, surtout de pétrole. Il reste l'Iran et le Venezuela qui ont encore pas mal de réserves. Pour le reste, les réserves s'épuisent très très vite.
et du pétrole par exemple, mais on peut imaginer que d'autres ressources sont convoitées, par exemple le lithium, dont il y en a beaucoup dans les sous-sols afghans, tiens, et d'autres encore. Donc, il est intéressant, lorsqu'on se réinforme, lorsqu'on va chercher ces informations, d'essayer de les croiser. Mais tout à la fin, et c'est pour ça que j'ai appelé survivre à l'effondrement économique et non pas survivre à la fin du pétrole ou à autre chose, c'est que ce qui nous fait vivre, c'est l'économie. Et ce qui nous fait vivre, ce sont en fait des chaînes de logistique, d'approvisionnement, qui sont souvent en flux tendu et qui amènent de manière très efficace, probablement le plus efficace de toute l'histoire humaine, des biens et des ressources et des énergies, de leur extraction, leur transformation, leur production, et jusqu'au supermarché ou jusqu'à votre domicile, y compris sous forme d'éléments utilitaires que sont l'eau courante ou l'électricité, etc. Tout fonctionne de manière parfaite tant qu'il n'y a pas de ralentissement ou d'accro ou de choc dépassant un certain niveau. Les petits chocs sont gérables, les gros chocs commencent eux aussi à s'amplifier et on est passé très très proche et on le sent encore aujourd'hui. Si vous essayez d'acheter un vélo électrique par exemple aujourd'hui, bonne chance. Et si vous essayez de trouver des pièces détachées parce que il y a des pénuries de vélos en fait. Comme les gens étaient plutôt confinés l'année dernière, il y a eu plus d'achats que de prévu et les chaînes d'approvisionnement ne se sont pas encore adaptées après une année à la production de la distribution de vélos et des pièces détachées qui vont avec. Mais il y a eu des moments l'année dernière, je me souviens en avril, il y a exactement un an, j'ai eu une bougie d'une de mes voitures qui a brûlé. Enfin, je pensais que c'était la bougie. Je crois que c'est en fait le système d'allumage dans son ensemble. Et j'avais besoin d'un transformateur, d'un petit transformateur. Je ne suis pas expert en mécanique, mais ils m'ont expliqué qu'il y avait un petit truc dans la Toyota qui était nécessaire. Et il en restait plus que 2 dans toute l'Europe pour ce modèle-là. Et j'ai dit, ben, vous les achetez les 2, parce que comme ça, j'en ai un plus un de rechange si ça repète. Mais voilà, c'est ça le niveau. Quand il y a zéro Mais c'est stock et zéro. temporaire. C'est possible. En quoi Ah, ce genre de difficulté te paraît augurer d'un effondrement massif, non, systémique? c'est tout à fait juste. C'est temporaire dans ce cas-là. Mais si ça devait dépasser euh, l'élément temporaire, ou si cela devait toucher des biens beaucoup plus essentiels qu'une bougie de voiture, comme, et on a failli avoir le cas pour les médicaments, ou pour simplement la nourriture, parce que cette crise pourrait coïncider avec des mauvaises récoltes et des stocks qui ont été vendus à d'autres pays, etc. Nous pourrions imaginer qu'en fait, il y ait un vrai effondrement, même s'il est temporaire, même s'il ne dure que plusieurs mois. Si pendant plusieurs mois, les supermarchés ne sont plus remplis, là, on rentre dans des périodes de crise beaucoup plus compliquées. Et c'est là où s'ajoute l'élément ultime, qui pour moi est une question ouverte, mais personnellement, j'ai ma réponse, mais à chacun de vos auditeurs, de nos auditeurs, d'avoir leur réponse à elle, c'est que en cas de crise lourde, où tout d'un coup, ben, il y a des pénuries, et que les frigos se vident, ou peut-être il y a des chocs avec moins de pétrole, comme l'Europe ne produit pas beaucoup de pétrole, nous sommes dépendants d'importations, si cela devait se ralentir ou s'arrêter, comment réagiraient les gens? Est-ce que les gens réagiraient collectivement, de manière disciplinée, ordonnée, comme l'ont fait les Japonais lorsqu'il y a eu cette catastrophe terrible du tsunami en 2012, sans erreur, ou était-ce 2011 2011, je pense. Oui. 2011, le tsunami au nord du Japon, ou alors, comme à Saint-Martin, lors de l'ouragan il y a quelques années, où finalement il y a des gangs qui se créent ou qui sortent de leur terrier pour aller piller, violer, saccager. Et finalement, l'État, qui déjà fait très très mal son travail de gestion du territoire pour la sécurité, n'est plus du tout capable de gérer parce que bah, les individus qui forment les corps constitués de la police, de l'armée, etc., au bout d'un certain niveau de violence, ils rentrent chez eux pour défendre leur famille. Les ingénieurs des centrales nucléaires aussi, etc., etc. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on va réagir bien ou pas? Moi, je regarde autour de moi, y compris en Suisse, j'ai des doutes. Quand je voyage dans des pays autour de moi, mes doutes augmentent. À
chacun d'imaginer la réaction des gens. Mais si cette réaction, elle est mauvaise, eh bien, ça amplifie la crise dans des situations, peut-être, pour aller dans des situations très difficiles, qui pourraient ressembler à la situation yougoslave des années 90, peut-être russe lors de l'effondrement de l'Union soviétique. Ce serait déjà pas trop mal parce que, comme c'était une population habituée à la souffrance et à la dureté, ils s'en sont bien sortis. Mais ça peut partir comme le Rwanda, en guerre civile et en massacre, etc. Donc je ne veux pas peindre le diable sur la muraille, mais je dis simplement aux gens, sans être paranoïaque, regardez bien comment fonctionne le système autour de vous. Qui sont les gens, qui sont vos voisins? Est-ce que c'est des gens absolument adorables avec qui vous collaborez tous les jours parce que vous avez des relations excellentes de voisinage, de famille, d'amitié, etc. Ou alors c'est des gros cons qui vous emmerdent parce que vous faites du bruit à 10h01 du soir ou parce que je ne sais quoi. C'est la question. Dans mon livre, le livre n'est pas qu'une analyse de la situation à mon point de vue, c'est surtout le départ d'une réflexion de solutions, non pas à un niveau étatique ou stratégique, mais d'avoir une stratégie pour soi-même à un niveau d'abord individuel, parce qu'on commence tous par être un individu, comme disait Madame Thatcher, la société, je ne sais pas trop ce que c'est. Bon, ça se discute, mais en tout cas, à l'individu, on sait ce que c'est, puisqu'on se connaît soi-même un petit peu. Nos familles, nos amis, peut-être, si ça se passe bien, nos voisins, et pourquoi pas notre quartier, nos villages. Et d'imaginer des stratégies de l'assemblage de préparation individuelle pour constituer une communauté qui se prépare à des coups durs, parce qu'elle est capable de préparer les 7 éléments que je décris dans le livre, que sont l'autonomie ou la résilience en eau, en nourriture, en hygiène et santé, en énergie, en connaissance et savoir-faire, en défense et en lien social. Parce que nous avons besoin du Alors, lien social. On n'est pas... avant, voilà. avant d'aborder ce sujet, explique-nous quand même que ce soit clair dans l'esprit des spectateurs, pourquoi tu penses que le grand effondrement est proche? Et pourquoi tu penses que nous sommes exposés à ce risque d'avoir un arrêt brutal de la société, d'une certaine façon, c'est ça? Alors, je ne dis pas forcément que c'est un arrêt qui arrive brutalement en 2 heures ou en 2 jours ou en 2 mois. Je pense que d'ailleurs, quand on regarde avec beaucoup de recul, l'effondrement du système global, il a presque commencé avant même qu'il soit mis en place. Comme souvent, les graines de la destruction sont mises en place dans la culture des empires au moment de leur création. C'est très culturel. Nous aurions décidé de créer un empire global qui vivrait comme un paysan du Mali, on n'aurait pas vraiment de problème de ressources. Mais non, nous avons fait un choix parce que c'est dans notre nature. Nous avons occidentalisé le monde et nous essayons de gérer le monde avec en fait, de la croissance qui permet, et c'est le cas tant qu'elle existe, la croissance économique permet de résorber les problèmes sociaux par le fait de donner du surplus quand il y en a, quand c'est pas de la dette. Aujourd'hui, tout est largement endetté en Occident, donc là, on va avoir un gros problème parce qu'on a hypothéqué les 4 ou 5 prochaines générations pour pouvoir aller en vacances à Ibiza et manger des fraises en hiver. Mais enfin, et payer une immigration massive. C'est pour ça aussi qu'on dit que je suis sulfureux, c'est que je pense que chacun chez soi, ce serait une bien meilleure idée. Mais bon, on n'a même pas le droit d'avoir des avis dans ce domaine-là. Donc voilà. Et donc, bien que je sois pour la libre circulation des personnes, personnellement, en tant qu'anarchiste, moi je suis pour que les gens aillent où ils veulent. Simplement, qu'ils doivent se débrouiller tout seuls. Qu'il n'y ait pas d'État qui paye ou quoi que ce soit. Et s'il n'y a pas d'argent, bah, tant pis. Alors, il y a souvent la charité, il y a souvent des gens qui vous donneront à manger. Mais tant pis s'il y a un problème. C'est ce que font la plupart des pays. Essayer d'aller au Togo vivre au crochet de l'État, ça va être rigolo. Il y a Alors, un État au Togo? oui, c'est un pays sympathique, mais voilà, il n'est pas généreux comme nous, on va dire. Et d'ailleurs, c'est pas de la générosité, c'est de l'arrogance. Ensuite, voir du racisme bien plus grave que celui qui est prétendu à ceux qui sont contre ces immigrations de masse. Les effondrements, ils peuvent être. Ils ne se passent pas d'un jour à l'autre. La Yougoslavie ne s'est pas effondrée en 24 heures. Ça a été un processus de délitement, d'endettement, de tension, de perte du contrôle du politique,
de sécession des armées, des régions, bien sûr sur des lignes religieuses, sur des lignes ethniques, bien que moi je suis incapable de faire la différence entre un bosniaque musulman et un bosniaque orthodoxe, serbe. Mais enfin, eux savent le faire. Je sais difficilement faire la différence entre un Tutsi et un Hutu, quoique, mais eux savent le faire très bien. Et donc, ces cassures, elles se préparent, elles se mettent en place. Dans les cas plus graves, par exemple au Rwanda, nous avons eu de la propagande médiatique où on a commencé à expliquer qu'une partie de la population, en gros, c'était des animaux, et que si un jour l'opportunité venait d'aller chez eux avec des machettes, c'était tout à fait adéquat de s'en débarrasser. Mais c'est un processus qui a mis des mois. La radio Mille Collines faisait de la propagande dans ce sens. Aujourd'hui, est-ce que l'on voit de la propagande aujourd'hui qui commence à considérer qu'une partie de la population est toxique, inhéremment? Est-ce qu'elle est systémiquement, par exemple, raciste, etc. Est-ce qu'on commence à voir ça? Moi, je le vois. Je le vois aux États-Unis, je le vois en Angleterre, je le vois en France. Oui. On le voit dans certains pays où, en plus, il s'agit de stigmatiser la majorité, donc c'est assez cocasse. Et même si on pousse le raisonnement, parce que moi je n'ai pas à dire ce que je souhaite, simplement je constate ma version de la réalité, parce qu'après tout, on peut avoir une autre analyse. Il y a des gens qui disent, mais non, on aura toujours du pétrole, tout ira bien. Oui, peut-être, j'espère, je souhaite, parce que j'aime bien avoir ma douche chaude le matin, moi, après mon footing. Et puis, d'autres nous diront, l'inventivité humaine trouve toujours des solutions à tous les problèmes. Oui, enfin, l'Empire romain, il s'est bien effondré. Hein. Les Mayas, ils se sont effondrés aussi. Et les Vikings du Groenland, ils sont plus là. Donc, c'est pas vrai qu'on trouve toujours des solutions. On pourrait, mais pas avec des systèmes bureaucratiques comme ceux qu'on a tendance à construire aujourd'hui. Quand je vois des conférences sur le climat où tout le monde vient en avion privé du quatre coins du monde pour expliquer que les émissions de CO2, c'est néfaste, parce que c'est quand même de la nourriture pour les plantes. Enfin bref, il y aurait des effets de serre. Oui, je pense qu'on a trouvé mieux, on pourrait imaginer mieux comme manière de coordonner des efforts pour très justement dépolluer ou polluer moins. Donc ces effondrements, souvent, et j'ai un chapitre là-dessus dans mon livre, sont compris par le public, par euh, par la lecture qu'ils en ont de ce qu'ils ont appris dans les films hollywoodiens. Ils ont vu des films avec des zombies, ils ont vu Mad Max, et donc ils s'imaginent que quand on parle d'effondrement de l'économie, on tombe directement dans Mad Max avec des types en voiture avec des chaînes et des pantalons en cuir. Ça a l'air sympa, mais en fait, probablement, c'est pas ça qui arrive, parce que lorsqu'on regarde l'histoire, même l'Empire romain, qui est probablement ce qui a été le plus proche de Mad Max après son effondrement, bon, les Gauls, les Francs et les Germains, je pense qu'après une semaine de pillage et de viol, au bout d'un moment, ils se sont calmés et ils ont commencé à dire, bon, finalement, on va réorganiser ce qu'on peut avec les connaissances qu'on a et en gardant les infrastructures qui existent. C'est pour ça qu'on a encore les arènes de Nîmes, Rome existe toujours, et puis finalement, on a reconstruit et on a gardé une partie des infrastructures, même économiques et morales, qui était par exemple l'Église, qui a bien été utile à ce moment-là. Et donc, les effondrements ne sont pas forcément la fin du monde du tout, sont pas du tout, même sont des transformations de civilisation, ça c'est certain. Parfois, les épidémies y contribuent. Ça a été le cas lors de la peste de 1348. Mais celui qui subira de plein fouet l'effondrement, tout comme ceux qui ont subi de plein fouet la crise de 1929 ou même plus récemment la crise de 2008, ceux qui en 2008 étaient à fond dans l'immobilier, ils se sont pris une belle gamelle. Ceux qui étaient également en bourse dans les années en 1929, ils ont pris une belle gamelle. Et puis, il a fallu 10 ans et une guerre mondiale pour sortir de la crise de 1929. Il a fallu une planche à billets colossale pour sortir de la crise. Enfin, en fait, on n'est pas sorti, on a simplement déplacé les passifs d'un bilan à autre chose, mais la dette est juste colossale. Rien qu'en 2020, les États-Unis ont créé pas loin de 40% de masse monétaire totale de ce qui existe. En fait, l'effondrement monétaire est absolument certain
Comment il va être géré, je ne sais pas. Certains parlent de grand reset, d'autres fantasment sur des monnaies électroniques, etc. J'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais simplement pour la personne normale, comme on va dire vous et moi, et certainement les gens plus pauvres, on va dire moins bien lotis, ça va être forcément une catastrophe. En Suisse, on a un petit dicton dans le milieu bancaire qui dit que les crises sont le moyen naturel pour que l'argent aille de la poche des pauvres là où il doit être, c'est-à-dire dans la poche des riches. Et ça, c'est le minimum qui va arriver, c'est-à-dire un appauvrissement de la population assez général. Mais il se peut aussi que les riches, et j'en connais qui stressent, c'est pour ça que beaucoup vont dans du Bitcoin et beaucoup viennent d'ailleurs me voir pour du conseil, pour apprendre comment organiser leur vie pour avoir un maximum d'autonomie, de résilience en cas de coup dur. Parce que, voilà, on doit pouvoir tenir le coup. Je remontre ce livre, Survivre à l'effondrement économique, dans l'édition Culture et Racine. Dans ce livre, justement, pour survivre, tu parles de ce qu'est une base autonome durable, une BAD, qui est, selon toi, donc la méthode à suivre pour la cible à atteindre pour survivre à un effondrement. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est une base autonome durable? Alors, je me suis dit que quoi qu'il arrive, en cas de coup dur, si on veut être au maximum autonome et résilient, eh bien, on a besoin d'un endroit fixe, parce que j'ai réfléchi à l'aspect nomade. L'aspect nomade est quand même assez compliqué. Quand on voit les populations nomades dans le monde, elles ne sont pas nombreuses, et elles vivent quand même un peu chichement. Elles sont pas inutiles, voilà, elles sont. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous, vous serez d'accord d'échanger votre place avec un Touareg au Sahara. Il faut être autonome, donc par définition, avoir un maximum d'autonomie. Ça ne veut pas dire peut-être 100%. Mais je pense que les gens seront d'accord que le jour où le frigo est vide, il vaut mieux avoir une production dans un petit potager qui couvre 30-50% de vos besoins que zéro. Et puis durable, parce que d'abord c'est une attitude, c'est un mode de vie, d'avoir cette autonomie dans un endroit fixe. Et puis parce que nous ne savons pas combien de temps cette crise dure. Est-ce qu'elle va durer 1, 2 ans? On a vu ces dernières années où on nous a créé une crise euh, je ne sais pas ce qu'on a le droit de dire sans être censuré, mais je crois que les gens ont compris. On nous a dit ça va durer 2 mois, puis 3, puis 1 an, et puis là on est bientôt à 1 an et demi. Ils vont jamais s'arrêter. Hein. Je vous le dis, ils vont jamais s'arrêter. Ils vont s'arrêter que quand eux ou nous auront disparu. Et ça va être intéressant. Le pourquoi, je ne sais pas. Je n'ai pas de certitude, mais clairement, on ne sait pas combien de temps durent les crises. Donc, il vaut mieux développer une capacité d'autonomie qui est durable. Alors, par exemple, un des moyens de démarrer cette stratégie, c'est d'avoir, chacun d'entre nous devrait avoir, ce qui est d'ailleurs encouragé, pour une fois qu'ils ne disent pas des bêtises, c'est carrément encouragé par les ministères de l'Intérieur de la plupart des pays, y compris en France, et en Belgique, et en Suisse, bien sûr, exactement. On nous dit, il serait utile en cas de catastrophe climatique, des orages, des inondations, etc., l'État ne peut pas être là pour vous tout de suite, donc ayez chacun d'entre vous un petit kit d'urgence, un sac avec peut-être 2, 3 bouteilles d'eau par personne, une couverture, une lampe torche, des piles, des vêtements de rechange et un petit peu d'argent parce que peut-être vous devez quitter votre maison en cas d'inondation, aller à l'hôtel et vous aurez de quoi vous changer pendant 2, 3 jours et voilà. Vous pouvez être relativement stable pendant 2, 3 jours. Ça, c'est un minimum. Mais ce n'est pas de l'autonomie, évidemment. L'autonomie, ce serait d'avoir, bien sûr, des réserves en cas de coup dur, mais une capacité de production. Donc, par exemple, dans une maison, dans une base autonome durable, d'avoir un accès à de l'eau qui est potable, si possible, ou que vous pouvez rendre potable par différentes manipulations, transformations, avoir peut-être une production de nourriture, soit par le fait d'avoir des poules ou un potager ou que sais-je. Je le fais moi-même. Et donc, c'est cet élément que je décris dans le livre, l'hygiène, la santé, comment est-ce qu'on sait s'automédicaliser, s'auto-soigner, les compétences qui sont nécessaires pour, si vous êtes un vendeur d'assurance et que le monde part dans une perte totale de l'économie, comment vous pouvez vous recycler professionnellement? Est-ce que votre métier est utile dans la communauté dans laquelle vous allez vivre? Parce que si vous n'avez pas d'utilité, ça va être très difficile de gagner votre vie.
Et les métiers très spécialisés dans les services, par exemple, les gens qui sont dans ces métiers devraient réfléchir à est-ce qu'ils ont peut-être un hobby, un violon dingue qui est un petit peu plus pratique. Par exemple, pour certains, ça peut être le tir sportif, qui peut toujours être utile, la chasse, ou plus prosaïquement, pourquoi pas, de la plomberie, de l'électricité. Et je connais des gens qui étaient dans les métiers des services, dans la crise de 2008-2009, se sont recyclés dans des manuels, et maintenant, plombiers, ils ont enfin pu s'acheter la Porsche dont ils rêvaient toute leur vie qu'ils n'arrivaient pas à s'acheter en étant représentant de commerce. Parce que ça gagne très très bien en fait les métiers manuels. Parce que plus personne, on nous expliquait que c'est pas bien de les faire, que c'est un truc de bouseux. Mais non, pas du tout. Aujourd'hui, un plombier, et pas qu'en Suisse, partout dans le monde, il gagne très très bien sa vie. Un électricien aussi, un bon menuisier ou un bon charpentier, c'est recherché. C'est difficile à trouver. Il y a des listes des temps d'attente assez longs quand on en a besoin. Donc, pour les plus jeunes, au lieu peut-être que c'est intéressant de devenir charpentier plutôt que de faire, pour faire 5 années d'études en sociologie lesbienne. Je dis ça comme ça, hein, au hasard. Mais celle-là aussi, elle est faite. voilà. Mais oui, ou voilà, histoire de l'homosexualité dans la Grèce antique. Enfin, je veux dire, ouais, c'est intéressant, mais combien il y a de places de travail qui sont liées à cette formation? C'est une question ouverte, mais que les paresseux n'écouteront de toute façon pas. Parce que le problème fondamental, c'est que nous avons créé une civilisation de la paresse et de la déresponsabilité. Mais bon, ça, c'est moi qui fais je commence à ressembler à mon père, à faire de la moralisation. Mais je ne veux pas faire de la morale. Ce n'est pas de la morale que je fais. C'est simplement une observation et des prospectives. Donc à chacun d'entre vous qui nous écoutez, d'imaginer les scénarios, parce que quoi que vous fassiez, c'est votre responsabilité à vous. Donc vous devez être convaincu, et vous devez être convaincu que ah oui, l'autonomie c'est une bonne idée, non pas parce que Pierrot vous a dit des trucs, mais c'est parce que vous avez réfléchi par vous-même, vous avez compris l'environnement dans lequel vous avez déterminé des scénarios, et c'est ça que j'aide à faire quand je fais du conseil d'ailleurs, et en fonction de ces scénarios, quelles sont les conclusions qui en découlent et qui nécessitent ensuite un travail pour mettre en place les solutions voilà, d'autonomie, de résilience si possible, ou parfois, dans certains cas, de fuite. Il y a des gens qui se disent, bon, j'habite Paris, j'ai réfléchi à ton truc, je ne vais pas rester à Paris, je vais m'en aller. Voilà, c'est une bonne stratégie probablement, parce qu'ils ont compris que Paris, ça va être le Rwanda quoi, dans quelques années ou dans quelques mois, on ne sait pas. À tout moment, ça peut partir en sucette. Donc, Düsseldorf, Londres, New York, Los Angeles. On a déjà vu l'année dernière que c'était un peu. Les gens avisés sont partis, ceux qui pouvaient sont partis. Peut-être c'est le moment de se donner les moyens de pouvoir également quitter les villes. Alors toi, ta base autonome durable, que les gens comprennent, elle te permet de tenir combien de temps? Idéalement indéfiniment, c'est-à-dire que dans mon petit village, dans les montagnes ici en Suisse, euh, j'ai une petite ferme dans laquelle je passe 3 à 4 jours par semaine, plus ou moins en fonction des saisons. Il y a des saisons où je suis à plein temps, bien sûr, dans lesquelles je travaille avec mes voisins pour intégrer ma terre, leurs animaux, mon petit potager. Eux, j'ai des amis qui habitent à plein temps dans ma ferme parce qu'elle est assez grande pour avoir des petits logements. Donc j'ai toujours quelqu'un sur place. J'ai des animaux qui font la garde, etc. Donc tout va bien. L'intégration dans le village se passe bien. C'est un travail de longue haleine. Ça fait bientôt 15 ans que j'y suis. Donc petit à petit, les relations commencent à se former. Petit à petit, ils commencent à m'accepter comme étant un des leurs. Il faut boire beaucoup d'alcool avec eux pour se fondre dans les us et coutumes des montagnards suisses. Et ce sont des gens qui sont prêts à l'entraide. Et finalement, je me rends compte qu'il y en a un qui a des moutons. L'autre jour, il y a eu un petit cabri qui est né. Et ils voulaient le cuire pour Pâques. Et ils me disent, voilà, nous, on ne mange pas le foie et les rognons parce que, voilà, on n'aime pas ça. Moi, j'étais là, je dis, moi, je te le mange tout de suite. Donc, je me suis fait un petit tartare de foie de cabri cru avec des petits oignons et du sel. Enfin bref, mais peut-être que Immonde. en échange, en plus, c'est vrai que c'était très bon. En échange, je leur laisse utiliser une partie pas de ma pelouse, mais j'ai pas de pelouse, mais du terrain qui est un peu en friche. Et chaque année, leurs moutons, à une période avant de monter plus haut dans les alpages, bah, les moutons, ils broutent mon herbe, mon terrain.
et je leur fais évidemment pas payer. Donc ça se passe très très bien. C'est du contrat tacite. Pareil, en septembre, lorsque les vaches d'un autre voisin redescendent de l'alpage, elles viennent passer 2 semaines dans l'étable de ma ferme, où elles vont pouvoir être traites tous les jours, et voilà. Et en fait, ça m'est jamais venu à l'idée de leur faire payer quoi que ce soit. En échange de quoi, ben, de temps en temps, quand je leur demande de surveiller, ils sont là, et voilà. Donc cette mise en place, elle s'est faite petit à petit. Bien sûr, j'ai des réserves en cas de coup dur parce que je n'ai pas une capacité de production de nourriture à 100%. Je dirais que je suis à 45-50% du besoin. J'ai une grande famille, j'ai 4 enfants. Elle grandit encore, cette famille. J'ai des amis, donc j'ai aussi pas mal de stocks. Mais les stocks ne durent qu'un temps. Donc au bout d'un moment, encore une fois, on va pas sur un Mad Max. Au bout d'un moment, les économies humaines, elles se remettent en place. Les échanges, le commerce, la spécialisation se reconstituent. La question, c'est comment est-ce qu'on tient cette transition? Et cette transition dont les intellectuels nous rabâchent tout le temps, avec raison, sur les transitions énergétiques et écologiques, etc., eh bien, il serait temps qu'ils le fassent depuis leur ferme et leur potager plutôt que de chaire d'université. Je dis ça à mes amis collapsologues. Certains font le travail et c'est très bien, depuis les cours d'université, c'est un peu théorique parce que quand même les pommes de terre, elles ne poussent pas comme ça, quoi. Et encore, les pommes de terre, c'est facile. Mais moi, j'ai de la peine avec les carottes à la montagne. Mais enfin bon, j'aimerais bien les kiwis et les kakis. Ça, c'est mon rêve, c'est de pouvoir faire pousser les kakis. Même en Bref, Suisse, ça doit pas être simple. ouais. Donc chacun a son ambition, a sa stratégie, et elle se met en place en fonction de ses moyens, en fonction de qui il est, de sa famille, de son âge. À 20 ans, sans capital, c'est très difficile d'acheter une ferme, par exemple. Et quand j'entends ferme, c'est un corps de ferme avec un peu de terrain. C'est pas obligé d'être une exploitation agricole forcément. On vous demande pas de devenir agriculteur, mais simplement d'avoir cette capacité à l'autonomie. Parce que j'ai étudié l'histoire, j'ai étudié l'effondrement de l'Union soviétique, etc. Les gens s'en sortaient parce qu'ils avaient leur petite datcha où ils faisaient en douce pour pas dépendre du système extraordinairement efficace de l'État communiste, enfin socialiste, de l'État centralisé. Ils avaient leur concombre, leur production, des petits animaux en douce, et ils faisaient du marché noir, et ils s'en sont sortis. Il y a un écrivain serbe, Slobodan Despot, qui a écrit un livre formidable qui s'appelle Le Miel, où il explique, où il montre dans cette histoire, qui est presque un conte de fées, mais qui est une histoire vraie, comment, par exemple, quelqu'un qui produisait du miel a pu survivre et passer à travers les lignes en pleine guerre civile, en plein démarrage de guerre civile yougoslave, finalement en achetant son passage, en donnant du miel aux soldats, en achetant des passe-droits, en achetant le droit de fuir, etc., avec le miel qu'il produisait de ses propres ruches. Donc il y a pas forcément toujours besoin d'avoir des pièces d'or. Donc ces scénarios, ils sont réels, ils existent. Et je sais que c'est très difficile pour la plupart d'entre nous. Et déjà, il y a 10 ans, j'avais un public souvent incrédule. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé parce qu'avec près de 200 000 livres, 200 000 exemplaires qui ont été vendus en 10 ans, les crises récentes qui ont bien montré que d'un côté, on a un système qui est quand même euh, qui a des risques. D'un autre côté, une volonté totalitaire, on la sent des États qui, parce qu'ils perdent le contrôle, ils essaient de s'agripper de plus en plus aux contribuables et de le pressurer encore plus. Je pense que beaucoup de gens commencent à flipper, à avoir peur. Et d'ailleurs, mon prochain livre sera sur la gestion de la peur, si j'arrive à le terminer cette année. Et au contraire, au lieu d'avoir peur, c'est dans l'action qu'on arrive à se projeter dans l'avenir et à se donner un sens et se dire, alors il y a l'aspect spirituel, ça c'est une chose, mais dans l'aspect physique, dans l'aspect matériel, il y a le fait de se donner du sens par l'action. Celui qui prépare une stratégie, qui sait quoi faire en cas de crise, déjà, il va être apprécié par sa conjointe ou ses fiancés ou autres, parce que les femmes aiment les hommes d'action. Je dis ça comme ça, hein, mais c'est un petit truc en plus pour vendre mon machin, mais c'est vrai, c'est vrai. Et surtout, ça vous donne des scénarios, ça vous donne une expectative autre que d'être dans l'attente de la direction du premier sinistre, ministre,
qui va vous dire bon, bah, maintenant j'ai décidé que il faut faire comme ça, mais je sais que hier j'ai dit exactement l'inverse, mais c'est pas grave, faut me croire. Ok, ça va pas fonctionner parce que eux, ils vont partir dans l'avion privé s'ils ne sont pas chopés par les fourches avant. Mais eux, en fait, il faut comprendre qu'ils n'ont absolument pas du tout à cœur votre bien-être, votre survie. Vous n'êtes que du bétail pour eux. Du bétail qu'on peut traire fiscalement, dans le meilleur des cas. Sinon, c'est les voies. Mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir sa propre stratégie dans l'action personnelle. Après, à chacun de voir, et comme je dis toujours, à chacun de réfléchir par lui-même, et vous êtes responsable de vos actions. Bon, écoute, c'est tout à fait passionnant. J'invite vraiment tout le monde, mais je suis sûr que tu as déjà convaincu plein de gens qui n'ont pas encore lu ton livre, de lire ce Survivre et survivre à l'effondrement économique. Et j'espère que à l'occasion, tu nous donneras aussi une interview sur le site d'Eagle dont tu as relevé des publications tout à fait étonnantes qui corroborent cet effondrement. Merci beaucoup, Pierrot. J'ai déjà beaucoup abusé de ta patience Bientôt. et à bientôt, j'espère. Hop.